Deux chiffres surgis avant l'aube ont fissuré le silence du Sahel et annoncé un bouleversement que personne n'avait anticipé. Ils étaient brefs, presque anodins, pourtant capables de transformer un ultimatum extérieur en élan intérieur, inversant l'équilibre de peur attendu par les capitales régionales. Dans ce contraste brutal, un horizon s'est entrouvert, mince mais réel. Dans les heures suivant l'ultimatum, une conviction diffuse commença à se former au sein des cercles militaires et civils, comme si la menace extérieure révélait soudain la fragilité des certitudes anciennes. La promesse implicite était simple et tenace. Comprendre ce qui se jouait réellement permettrait d'échapper au cycle récurrent de dépendance politique et économique, une clé de lecture déterminante pour tout observateur. Les premières discussions internes relayées par les radios locales firent apparaître un enjeu plus large que la gestion d'une crise ponctuelle. Il s'agissait d'identifier les leviers capables de transformer une posture défensive en orientation durable. Ce basculement révéla aussi l'ampleur des risques, car chaque décision prise depuis Ouagadougou devait désormais peser face à des pressions régionales de plus en plus structurées. Un micro-signal fit alors surface. La cohérence du discours semblait rallier plus vite que prévu des segments hétérogènes de la population, indiquant que la bataille à venir ne serait pas seulement institutionnelle mais sociale. Ainsi se dessinait le véritable enjeu du moment, mesurer si la volonté collective pouvait tenir face aux contraintes matérielles, au point d'imposer une nouvelle manière de penser la souveraineté. Un détail passé inaperçu révéla la véritable portée de l'ultimatum. 72 heures avaient suffi pour modifier l'équilibre psychologique du Sahel. Un second indice, chiffré lui aussi, montra que cette fenêtre réduite déclenchait une dynamique inattendue dans les rangs civils et militaires. À partir de ce moment, la question suspendue depuis le Houk trouvait son premier éclairage. Ce n'était pas le code radio qui bouleversait l'ordre établi, mais la vitesse à laquelle l'idée d'un refus collectif s'était propagée. Les messages venus d'Abuja, tranchants et répétés l'été, signalèrent une transition nette. Plus de négociations, seulement la perspective d'une intervention coordonnée donnant au Burkina Faso la position d'un point de rupture dans un champ politique tendu. Pour les chancelleries, la suite semblait écrite. Pourtant, l'absence de réaction militaire dans les 3 premiers jours déjoua leurs hypothèses. Ibrahim Traoré, plutôt que de privilégier la riposte, convoqua les officiers du Sahel dans une salle dépouillée et présenta ce chiffre 72 heures comme un seuil, leur laissant le choix entre défendre des lignes tracées sur une carte ou défendre un avenir commun. Cette scène, rapportée par les radios locales, devint une pièce centrale de compréhension du moment. Elle marquait le passage d'une logique de confrontation à une logique morale. Le contexte autour s'épaississait. Les pressions de l'ECOWAS augmentaient, des notes internes évoquaient une coopération technique avec l'OTAN, et certains États membres discutaient déjà de restauration de l'ordre démocratique comme justification d'une intervention élargie. Mais pendant que les discours officiels se multipliaient, un mouvement parallèle apparaissait dans les zones rurales. Les villages de Kaya, de Dori ou de Bobo-Dioulasso parlaient désormais de souveraineté non comme d'un slogan, mais comme d'un devoir partagé. Les marchés bruissaient d'un refrain insistant « Nous ne demandons pas la liberté, nous la prenons », signalant que la contrainte extérieure se transformait en cohésion interne. Cette réorientation, invisible aux yeux des observateurs étrangers, constituait la véritable mini-révélation. La crise n'engendrait pas la peur attendue. Elle produisait une mobilisation organique. Ainsi se dessinait le paysage exact dans lequel la parole d'Ibrahim Traoré allait bientôt devenir le point d'ancrage d'un récit continental. Dans les jours qui suivirent la première déflagration politique, la compréhension de la crise passa soudain par des figures jusque-là silencieuses, capables d'incarner ce qui se jouait derrière les murs du palais. Le premier de ces relais fut un groupe d'officiers intermédiaires chargés de coordonner les communications entre Ouagadougou et les zones périphériques. Leur rapport montrait que l'adhésion civile croissait plus vite que les circuits institutionnels ne pouvaient l'anticiper. Un basculement apparaissait clairement. Les décisions ne descendaient
plus seulement du centre, elle remontait aussi du terrain. Cette inversion étonna les chancelleries étrangères qui avaient misé sur une fragmentation sociale, alors que se formait au contraire une cohésion diffuse et tenace. Un microcas issu de la région de Dori illustra cette dynamique. Un réseau de forgerons, d'abord mobilisé pour soutenir les patrouilles locales, se transforma en cellules logistiques improvisées, capables de coordonner la distribution de matériel entre 3 villages sans directive officielle. Leur efficacité, rapportée par les radios communautaires, devint un indicateur clair. L'initiative populaire n'avait pas besoin d'être ordonnée pour exister. Un second exemple vint d'un groupe d'étudiants de Bamako qui commença à peindre des messages solidaires sur les murs des facultés, avant même que les autorités régionales ne clarifient leur position sur la montée des tensions. Ces actes, modestes en apparence, traduisaient une mutation profonde. La crise ne se déployait pas en verticale, mais en réseau. Au cœur de ce mouvement, les choix individuels produisaient un effet d'entraînement inattendu, dessinant les premières lignes d'un changement de méthode plus que d'un changement de ton. Avant l'ultimatum, le pays vivait sous un enchaînement de tensions déjà anciennes, mais fragmentées. Le changement fut immédiat. Dans les capitales régionales, les communiqués s'accumulèrent et resserrèrent l'étau diplomatique. À Abuja, la rhétorique évolua en quelques heures. La médiation disparut au profit de l'évocation d'une intervention commune, signe clair d'un durcissement concerté. Cette transition marqua le début de la phase d'activation. Les marchés fermèrent brièvement, tandis que les places publiques se remplirent, révélant un paradoxe saisissant. La fermeture économique n'étouffait pas le mouvement, elle le consolidait. Les radios locales multiplièrent les bulletins, chacun signalant une montée progressive de la mobilisation. Les premières images montrèrent des femmes déposant du mil devant les casernes, rappelant une pratique ancienne de soutien matériel. À Bamako, les messages de solidarité circulèrent plus vite que les annonces officielles. Les réseaux sociaux relayèrent les premiers slogans, suivis de vidéos tournées dans les zones rurales où des milices villageoises se formaient pour dissuader toute intrusion externe. À ce moment-là, Ibrahim Traoré apparut brièvement à la télévision. Aucun décor, aucun drapeau, seulement une déclaration. Nous avons survécu sans leur prêt, nous survivrons sans leur peur. Cette phrase, reprise immédiatement, devint un pivot narratif. La séquence entra dans sa phase de montée. Les pressions économiques s'accrurent, les banques réduisirent les transferts. La monnaie se raréfia, les commerçants improvisèrent des trocs pour maintenir les échanges de base. Toute la chaîne logistique dut se réinventer. Pourtant, les relevés internes indiquèrent une résilience supérieure aux prévisions initiales. Les marchés de Ouagadougou affichèrent seulement une baisse limitée des volumes, signe que les produits locaux reprenèrent leur place. Cette adaptation rapide surprit les observateurs extérieurs qui s'attendaient à une contraction brutale. Pendant ce temps, l'ECOWAS confirmait l'option militaire. Les colonnes blindées se déplacèrent vers le nord du Nigeria. Des notes circulèrent dans plusieurs chancelleries africaines indiquant une possible coordination technique avec l'OTAN. Dans le Sahel, les drones étrangers survolèrent les zones disputées, tentant d'imposer une pression psychologique. Mais un événement inattendu interrompit ce schéma. Certains officiers refusèrent discrètement les ordres transmis depuis leur capitale. Quelques messages anonymes furent envoyés aux homologues burkinabés « Nous ne voulons pas tirer sur nos frères ». Cet élément bouleversa les projections militaires initiales. À partir du 9e jour, la scène entra dans la phase de haute tension. Les diplomates occidentaux quittèrent progressivement Ouagadougou. Les ambassades réduisirent leurs effectifs. Les réseaux sociaux montrèrent des étudiants repeignant les murs de la ville avec des mots évoquant la souveraineté et la dignité collective. À Dakar, à Accra, à Cotonou, des manifestations étudiantes brandirent des portraits d'Ibrahim Traoré, non comme symbole d'un État, mais comme figure d'un refus assumé. Lorsque les premiers convois humanitaires internes se mirent en place, le pays franchit un nouveau seuil. Les communautés se ravitaillèrent mutuellement. Les jeunes chantèrent « La liberté ou rien » dans une atmosphère tendue mais déterminée. Les diplomates étrangers parlèrent de risques imminents. Les habitants, eux, évoquaient une renaissance. La bataille se déplaça alors du terrain militaire vers le terrain du récit.
Après 10 jours, le point culminant fut atteint. La peur prévue par les stratèges ne produisait pas l'effet attendu. Elle alimentait une cohésion inconnue jusqu'alors. Le mouvement devenait autonome. La séquence, commencée par un code radio, se transformait en épreuve de dignité. Au départ, les projections régionales indiquaient que la mobilisation populaire resterait limitée, mais l'écart apparut immédiatement lorsque les premiers relevés internes comptabilisèrent plus de 420 000 volontaires civils en 10 jours. Ce chiffre massif suggérait une adhésion ancrée, car chaque volontaire s'intégrait dans un réseau précis, structuré et durable. Les analystes burkinabés y virent une tendance claire. La participation dépassait les cadres habituels des crises antérieures et modifiait la hiérarchie des priorités. Dans le même intervalle, les marchés de Ouagadougou, Kaya et Bobo-Dioulasso ne reculèrent que de 12% en volume d'échange, contrastant avec les prévisions de contraction sévère émises par plusieurs chancelleries. Cette variation restreinte démontrait la capacité d'adaptation d'une microéconomie déjà rompue aux pénuries structurelles. Les économistes locaux soulignèrent que cette résilience reposait sur des réseaux horizontaux, capables d'absorber les chocs rapides. Un troisième indicateur, issu d'une enquête menée entre le 15 et le 18 août, montra que 72% des répondants considéraient la position gouvernementale comme légitime et nécessaire, tandis que la confiance envers les institutions régionales chutait à 18%. Cet écart record traduisait un déplacement net de la légitimité, désormais portée par les mouvements communautaires et non plus par les structures diplomatiques. Les chercheurs y virent une mutation durable, capable de reconfigurer les rapports de force sur l'ensemble du Sahel. À mesure que ces données circulaient, Ibrahim Traoré ajustait sa stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de répondre aux pressions extérieures, mais d'intégrer les signaux internes dans un schéma cohérent. Les chiffres provenaient de sources différentes, radio locale, relevés administratifs, réseaux communautaires, mais convergeaient vers une même conclusion. La contrainte ne fragmentait pas la société, elle la densifiait. Ce constat, relayé dans les réunions de crise, devint un repère pour évaluer la viabilité de l'élan populaire. Sur le terrain, ces évolutions s'incarnaient dans des scènes d'organisation ordinaire. Des enseignants devenus logisticiens, des infirmières improvisant des points de soins mobiles, des groupes de femmes finançant les patrouilles locales par la vente de produits essentiels. Toutes ces initiatives témoignaient d'une articulation collective, fondée non sur l'abondance des moyens, mais sur la clarté d'un objectif partagé. Les responsables locaux observèrent que ce modèle, bien que né d'une urgence, produisait des effets plus rapides que les plans institutionnels classiques. Dans les réunions diplomatiques, les chiffres provoquèrent une certaine hésitation. Les experts extérieurs tentaient encore d'imposer un récit centré sur la vulnérabilité structurelle du Burkina Faso, mais les données contredisaient directement ces lectures. Les projections militaires, elles aussi, se trouvaient perturbées. Un pays qui maintient ses flux internes, renforce sa participation civile et consolide sa confiance publique ne correspond pas aux critères habituels d'un effondrement imminent. Cette dissonance apparut comme un nouveau basculement, car elle indiquait que le rapport de force se déplaçait du terrain matériel vers le terrain symbolique. Peu à peu, une intuition prit forme. Le blocus n'affaiblissait pas la cohésion, il accélérant son internalisation. La réponse commençait à se dessiner dans la simple lecture des deltas. Ce n'était pas la stabilité matérielle qui expliquait la tenue du pays, mais la distribution de la confiance collective autour de la ligne portée par Ibrahim Traoré. Les premières critiques formulées à l'extérieur du Sahel reposaient sur un argument structuré. Aucune coalition née d'un réflexe de survie ne peut durer sans institutions solides, sans réserves financières stables et sans capacité logistique autonome. Les analystes de Paris, Bruxelles ou Washington invoquaient l'histoire récente pour étayer cette position, en rappelant plusieurs unions africaines dissoutes faute de consensus et de ressources. Ils estimaient que la dynamique en cours ne constituait qu'un épisode émotionnel appelé à s'essouffler dès que la pression économique atteindrait un seuil critique. Cette lecture, largement relayée dans les milieux diplomatiques, présentait l'Alliance nouvelle comme un emballement sans lendemain. Un second bloc d'arguments, provenant cette fois de l'intérieur du continent, ajoutait une couche plus nuancée.
Certains intellectuels ouest-africains exprimaient la crainte que l'enthousiasme populaire masque une centralisation excessive. Ils interrogeaient la capacité réelle du mouvement à convertir le rejet extérieur en vision politique durable. Leur inquiétude tenait à une observation classique. Les mobilisations intenses s'effritent lorsque les structures institutionnelles ne suivent pas. Pour eux, l'ampleur de la ferveur n'était pas automatiquement synonyme de stabilité. Face à ces deux fronts critiques, les données disponibles proposaient un contrepoint mesurable. La participation de plus de 80 000 volontaires civils en 10 jours indiquait une profondeur organisationnelle dépassant largement un simple réflexe émotionnel. Les marchés locaux n'ayant chuté que de 12% sur la période, la résilience économique contredisait l'idée d'un affaissement mécanique dû au blocus. Les enquêtes d'opinion révélant 72% de soutien à la position gouvernementale témoignaient d'un déplacement durable de la légitimité, désormais partagée entre institutions locales et communautés. Ainsi, le Stillman se dessinait clairement. Les critiques extérieures et intérieures identifiaient des risques réels, institutionnels, économiques et politiques, mais les indicateurs observables montraient que les dynamiques communautaires compensaient partiellement ces fragilités. Le débat ne portait donc plus seulement sur la solidité théorique du modèle, mais sur la capacité des réseaux sociaux, économiques et civiques à prolonger une cohésion née dans l'urgence. Et c'est précisément dans ce chevauchement entre inquiétudes rationnelles et preuves empiriques que se jouait la suite du mouvement. La ligne venait de basculer. Dans la salle de crise, un document interne circula discrètement parmi les officiers, révélant que plusieurs contrats miniers avaient été négociés avant même la montée des tensions diplomatiques. Cette découverte changea immédiatement l'interprétation dominante. Ce n'était plus seulement une confrontation politique, mais une exposition directe des intérêts extérieurs autour des ressources stratégiques du Sahel. Ibrahim Traoré, en exposant ses pièces lors d'un discours télévisé, transforma un débat défensif en récit d'affirmation, modifiant la dynamique émotionnelle et tactique. La réaction publique fut instantanée. Les jeunes, de Dakar à Cotonou, reprirent les phrases clés du discours comme s'il s'agissait d'un code commun décrivant ce que chacun percevait depuis longtemps sans pouvoir le nommer. Dans les marchés, les conversations glissèrent de la peur du blocus vers l'idée d'un choix collectif sur la manière de gérer les ressources. Les radios communautaires rapportèrent des témoignages soulignant que le conflit n'opposait plus institutions et populations, mais deux lectures de l'avenir du continent. Cette révélation médiane fit apparaître une nouvelle fracture. D'un côté, les capitales étrangères parlant de stabilité institutionnelle. De l'autre, les habitants percevant une tentative de contrôle économique. Les révélations rendues publiques au Midpoint produisirent des effets immédiats sur plusieurs couches de la société burkinabé et régionale. Elles transformèrent la crise, jusque-là dominée par des calculs militaires et diplomatiques, en un affrontement d'interprétations beaucoup plus large. Ibrahim Traoré devint alors un repère à partir duquel chaque groupe réévaluait sa position face aux événements, dessinant une cartographie d'impact multiples. Les institutions nationales durent réorganiser leurs priorités en urgence, car la diffusion des documents internes sur les contrats miniers fit vaciller plusieurs dispositifs administratifs. Les ministères concernés procédèrent à des vérifications accélérées, cherchant à comprendre l'étendue des engagements extérieurs contractés avant la crise. Cette réévaluation renforça la cohésion au sein des équipes qui se retrouvèrent confrontées à la nécessité de rétablir la transparence. Elle permit aussi d'aligner les décisions opérationnelles sur une réalité désormais clarifiée. Les petites et moyennes structures, déjà sous pression depuis le début du blocus, réagirent de manière contrastée. Certains secteurs, notamment l'agro-transformation locale, virent une opportunité dans la mise en avant des ressources internes. D'autres, dépendant des importations, réclamèrent des mécanismes d'appui transitoire afin de maintenir une activité minimale. La révélation sur les contrats miniers modifia également la perception des acteurs privés envers les partenaires étrangers, désormais évalués selon des critères plus stricts de transparence et d'engagement réel. Pour les habitants, la divulgation des documents agit comme un catalyseur émotionnel. Dans les quartiers de Ouagadougou et dans les villages du Nord, des discussions spontanées émergèrent autour de la gestion des ressources du pays. Les familles associèrent directement ces éléments aux effets concrets du blocus.
estimant que la pression extérieure ne relevait plus seulement de la diplomatie, mais d'un rapport économique déséquilibré. Cette prise de conscience renforça le sentiment d'autonomie et incita de nouveaux groupes à rejoindre les initiatives communautaires. Dans les pays voisins, l'impact fut tout aussi notable. Les mouvements étudiants du Ghana, du Togo ou du Bénin interprétèrent la situation comme un précédent révélant les limites de certaines influences extérieures. Les gouvernements régionaux observèrent avec prudence l'effet d'entraînement, inquiets de voir se multiplier des revendications similaires. À la croisée de ces 4 dynamiques, une conclusion commençait à s'imposer. La vérité dévoilée à mi-parcours ne bouleversait pas seulement l'équilibre diplomatique, elle redessinait les attentes, les responsabilités et les marges de manœuvre de chacun. Les équipes impliquées dans l'analyse stratégique envisagèrent 3 trajectoires distinctes, chacune fondée sur des signaux déjà observables dans les données et dans les comportements collectifs. Dans cette trajectoire, l'Alliance AES maintient sa cohésion interne grâce à des mécanismes administratifs plus réguliers. Les flux commerciaux régionaux s'adaptent progressivement au blocus, renforçant la place des échanges intra-Sahel. Les programmes communautaires, structurés autour de réseaux villageois, continuent de fonctionner à un rythme constant. Ce scénario repose sur la poursuite d'un niveau stable d'engagement populaire et sur la capacité des institutions à absorber les perturbations externes sans rupture majeure. Dans cette perspective, la dynamique déclenchée par les révélations gagne des pays voisins. Les mouvements étudiants d'Afrique de l'Ouest reprennent les débats sur l'autonomie, produisant une pression sociale accrue sur plusieurs gouvernements. Les coopérations techniques autour de l'énergie solaire et de la logistique s'intensifient, créant un espace de travail régional plus intégré. Les universités du Sahel consolident leur rôle émergent en tant que pôle d'études indépendants, donnant à l'Alliance un cadre intellectuel durable. Ce scénario repose sur une variable clé, la patience collective et la capacité à éviter les ruptures internes. Dans cette évolution négative, les pressions économiques s'alourdissent. Les réseaux de contrebande profitent du manque de capitaux, modifiant l'équilibre entre marchés formels et informels. Une partie des élites tente de renouer des accords externes afin d'alléger les contraintes budgétaires. La cohésion populaire se fragilise sous l'effet de la fatigue, ce qui ouvre la voie à des redéfinitions institutionnelles hâtives. Même dans cette configuration, certains signaux montrent que l'idée d'autonomie resterait ancrée, empêchant un retour complet aux modèles antérieurs. Aucun des 3 chemins ne dépend exclusivement des acteurs extérieurs. Le facteur déterminant reste la capacité collective à transformer la réaction initiale en stratégie graduelle, mesurée et vérifiable. Cette approche, fondée sur l'examen critique des données plutôt que sur l'élan émotionnel, permettrait de maintenir une direction cohérente malgré les incertitudes. Les semaines qui suivirent les révélations modifièrent la façon dont de nombreux habitants percevaient leur propre rôle dans la crise. Dans les quartiers urbains, un public jeune, autrefois tourné vers l'extérieur, redécouvrit l'importance de participer aux dynamiques locales, qu'il s'agisse d'ateliers communautaires, de cours improvisés ou de réseaux de solidarité. Cette recomposition lente montrait qu'un récit collectif pouvait, lorsque partagé, redéfinir la place de chacun. Pour les foyers soumis aux contraintes du blocus, la situation se traduisit par une relecture quotidienne des priorités. Les familles commencèrent à organiser des systèmes d'entraide centrés sur l'échange de denrées essentielles, réduisant leur dépendance aux circuits commerciaux perturbés. Cette adaptation pratique reflétait un enjeu plus profond, la volonté de préserver une continuité sociale malgré les pressions extérieures. Elle indiquait aussi que la souveraineté ne se résumait plus à une approche institutionnelle, mais devenait un ensemble d'actes concrets. Chez les travailleurs des secteurs essentiels, notamment dans la santé ou la logistique locale, la transformation prit la forme d'un engagement régulier. Les infirmiers, les transporteurs et les agents de quartier rapportaient que les interactions avec les habitants changeaient de tonalité, passant de l'inquiétude initiale à un effort de coordination. Cette évolution montrait que la cohésion ne dépendait pas uniquement des annonces officielles, mais aussi de milliers de gestes ordinaires. 3 pistes simples émergèrent pour les personnes souhaitant s'impliquer davantage. Renforcer les réseaux d'échange d'informations locales, participer à des initiatives de formation rapide
ou soutenir les groupes chargés des approvisionnements essentiels. Ces suggestions n'avaient rien de spectaculaire, mais elles constituaient des leviers concrets pour transformer l'incertitude en continuité. Les transformations provoquées par la crise finirent par toucher directement la manière dont les habitants s'interrogeaient maintenant sur leur propre rôle. Dans les quartiers populaires, de nombreux jeunes observèrent que la circulation de l'information locale devenait un enjeu aussi important que l'approvisionnement des marchés. Ils commencèrent à organiser de petites réunions, souvent en soirée, pour clarifier ce qui relevait de faits vérifiables et ce qui relevait de rumeurs, renforçant ainsi leur capacité d'action quotidienne. Au sein des foyers soumis à la pression du blocus, les priorités changèrent progressivement. Les familles mirent en place des systèmes d'échange internes afin de disposer d'un minimum de marge en cas de nouvelles perturbations des circuits officiels. Cette pratique, bien qu'improvisée, révélait une forme de résilience ordinaire, la volonté de maintenir la continuité, même dans un environnement soumis à des contraintes constantes. Elle indiquait également que la crise n'était plus perçue uniquement comme une situation imposée, mais comme un moment exigeant une organisation collective. Parmi les travailleurs des secteurs essentiels, la mutation se fit sentir différemment. Les infirmiers, les transporteurs et les agents de coordination locale rapportèrent que les interactions avec la population devenaient pas tarder plus structurées. Les demandes n'étaient plus formulées dans l'urgence, mais dans une logique de planification. Comme si chacun comprenait que la stabilité reposait désormais sur une multitude de gestes réguliers. Cette attitude montrait que les citoyens identifiaient progressivement leur propre impact sur la capacité du pays à absorber les pressions extérieures. Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer davantage, deux pistes simples émergent. Participer à l'entretien des réseaux d'entraide existants ou soutenir les groupes chargés de relayer les informations fiables entre les quartiers. Ces initiatives ne demandent ni moyens importants ni expertise technique, mais elles renforcent la cohésion là où elle se construit réellement au niveau des communautés. Les discussions internes aboutirent à une conclusion claire. La stabilité ne dépendrait plus seulement de la réaction aux pressions extérieures, mais de la capacité à transformer l'élan populaire en organisation mesurable. Ibrahim Traoré valida alors une méthode structurée, conçue pour fonctionner même sous contrainte, avec des responsabilités définies et des indicateurs simples. Les volontaires étaient intégrés dans un cadre légal unique afin de clarifier leur mission. Chaque groupe recevait une formation minimale encadrée par des officiers régionaux, avec un suivi mensuel pour évaluer la présence, la discipline et la capacité d'intervention locale. L'objectif consistait à maintenir une réponse civile rapide sans dépendre d'interventions extérieures. Les 3 États membres alimentaient un fonds commun destiné à absorber les fluctuations créées par le blocus. Les contributions étaient fixées à un pourcentage stable de leurs réserves de change. Le succès de cette mesure se mesurait par la capacité à maintenir la circulation des produits essentiels dans les marchés locaux, même lorsque les importations diminuaient. Les ingénieurs burkinabés, maliens et nigériens répartissaient les tâches pour installer de nouveaux sites solaires dans plusieurs provinces. Les délais étaient fixés à des cycles trimestriels avec un rapport public publié à la fin de chaque tranche. La progression se mesurait en mégawatts ajoutés et en pourcentage de foyers alimentés. Une chaîne panafricaine dédiée aux informations locales publiait chaque semaine un relevé des avancées permettant à la population de vérifier l'exécution réelle des engagements. Ce mécanisme devait réduire les rumeurs et soutenir la cohésion. Tous les 3 mois, un rapport détaillé, indicateurs, écarts, retards était transmis aux communautés. Cette transparence servait de baromètre pour mesurer l'efficacité globale de la trajectoire enclenchée et éviter les dérives silencieuses. Ainsi, la réponse à la question suspendue depuis les scénarios de P10 devenait tangible. Une stratégie n'existe que si elle se mesure.